Bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouveau live Sony, sur ce nouvel Alpha Webcast. Bonsoir Fabrice, comment ça va? Ça va Guillaume et toi? Ça va très bien, on est très content de vous retrouver. Déjà pour vous divertir un petit peu pendant ce confinement et puis pour parler de photos, pour parler de votre passion, pour parler des matériels Sony en particulier, puisque ce soir on va parler des boîtiers plein format. Oui, c'est un peu le thème d'aujourd'hui, c'est quel boîtier Sony Alpha plein format. On va se focaliser sur le plein format, sinon ça ne tiendra jamais en une heure. Choisir, et je pense que voilà, alors on a une petite pensée quand on a construit cette Alpha Webcast, en tout cas le sujet. C'est pas d'ambassadeur, on va parler produit parce que la période que vous connaissez, c'est aussi la période du salon de la photo. Et on n'a pas de salon de la photo cette année, malheureusement, mais vous avez, sans doute des questions à nous poser sur le matériel que peut-être vous prévoyez de vous acheter pour cette fin d'année, pour Noël par exemple, ou à l'occasion des promotions de fin d'année. Au hasard. Au hasard. On est là en tout cas pour vous aider à peut-être faire votre choix, parce que vous avez peut-être des hésitations, vous n'êtes peut-être pas totalement certain du boîtier que vous voulez, que vous allez adopter pour faire vos prochaines photos. Donc on est là pour répondre à vos questions et puis pour vous exposer effectivement, avec l'aide de Fabrice, un petit peu qu'est-ce qui différencie tous ces produits-là que vous voyez de… Je te le fais dans l'ordre. On a le petit dernier Alpha 7C, on a l'Alpha 7 III, on a l'Alpha 7 R4, l'Alpha 7 S3, la 9.2. Voilà, on a un objectif aussi. On va quand même se focaliser sur les boîtiers. On fera peut-être une session objectif un jour dans un Alpha Webcast. Je pense que ça sera intéressant. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez réagir à cette conférence tout simplement en mettant un commentaire si vous êtes sur Facebook dans le fil de discussion, ou en envoyant, pour ceux qui sont sur Zoom, en envoyant vos questions directement par l'appli Zoom. Et Marie-Pierre, qui est à la régie, va nous transmettre vos questions au fur et à mesure. On en a déjà eu quelques-unes d'ailleurs en amont, auxquelles on va s'efforcer de répondre. Tout de suite, tu veux répondre tout de suite? Non, on ne va pas tout de suite y répondre, mais Alexandre, Corinne, Céline, sachez qu'on a bien eu vos questions et qu'on va se faire fort d'y répondre avec l'expertise de Fabrice. Ouais. Si Marie-Pierre, tu peux juste nous mettre la présentation de manière à ce qu'on voit de quoi il s'agit. Donc, tu les as présentés, c'est ceux qu'on a devant nous. Ça, c'est la grande famille des grands capteurs, des boîtiers grands capteurs Sony. Ouais. Bon, on a fait un choix, c'est vrai que on a fait. Ouais, ça t'a fait sursauter. Pourquoi ça descend? On a fait un choix assez clair ce soir, c'est de vous parler de la gamme hybride Sony et notamment de la gamme plein format, parce que vous voyez ça, ce sont les chiffres un petit peu du marché au niveau mondial, où on voit bien que le réflexe perd du terrain petit à petit face aux boîtiers hybrides, et c'est notamment le cas du côté du plein format. C'est-à-dire que la tendance est encore plus forte sur le marché du plein format. Et donc, l'idée, c'était de se concentrer dessus, sachant que, bien sûr, il y a un visuel qui a sauté, j'ai l'impression, c'est pas le bon. On a des objectifs à la place des boîtiers, mais chez Sony, on a bien des boîtiers full frame et des boîtiers plein format, donc des boîtiers APS-C. Donc, vous avez toujours le choix. On pourra répondre peut-être à quelques questions sur l'APS-C, mais encore une fois, c'est pas le sujet ce soir. Sachez simplement que les technologies dont on va parler pour le plein format, elles sont dans les APS-C. Oui. Voilà, on va retrouver les mêmes technologies, principalement. Donc voilà, faut savoir aussi que parmi ceux qui aujourd'hui possèdent un boîtier APS-C, la majorité, vous souhaiteriez demain vous acheter peut-être un boîtier plein format. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix, parce qu'on a eu quelques remarques qui nous ont dit mais pourquoi vous parlez que des boîtiers plein format? Voilà, c'est un petit peu parce qu'on sait que c'est l'attente qu'il y a derrière. Alors, on va déjà peut-être commencer par parler de ce qui est en commun dans tous ces boîtiers. Alors, ce qu'on a en commun, vous la connaissez, c'est la monture E, qui a déjà 10 ans chez Sony. Et c'est vrai que cette monture, elle permet d'avoir toute une gamme d'objectifs et elle est commune sur tous nos boîtiers APS-C plein format. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas si la slide d'après, on a 58 objectifs dans la gamme à vous proposer. C'est beaucoup. Dans ces 58 objectifs, on va… on a des gros problèmes de présentation, on est complètement désolé. On a 38 objectifs en plein format et 20 optiques dédiées à APS-C, donc là c'est vraiment intéressant. Et en bas, ce que je vous propose, c'est de regarder un tout petit peu plus en détail cette slide-là qui est très intéressante. Voilà, vous allez regarder tous les objectifs en rouge sont les objectifs G-Master. C'est-à-dire c'est le top du top aujourd'hui en termes de qualité optique, donc c'est toujours des ouvertures à 2.8. Et on va pour les zooms ou 1.4 pour les focales fixes? Tout à fait, exactement. Là, pour les zooms, on est d'accord, on est à 2.8, donc c'est le 12-24, dernièrement sorti, 16-35, 24-70, 70-200. Bon, après, on n'est plus à 2.8, à 100-400, mais ça vous donne une idée.
Et vous avez sur les mêmes plages focales, donc c'est comme ça va vous servir à faire votre sac à dos, sur les mêmes plages focales, vous avez par exemple soit les ICE, soit les G, qui sont deux typologies différentes d'objectifs, mais qui permettent d'avoir des ouvertures à f4 qui sont effectivement plus petites, pour autant en très bonne qualité, et aussi sur un budget moins élevé. Ça vous permet de dimensionner votre sac à dos en fonction de si vous voulez vraiment le must, ou on va dire la luminosité intermédiaire, tout en étant extrêmement bon en termes de qualité. Voilà, donc ça c'est un mapping intéressant. Et donc 38 optiques plein format, ça fait une belle palette. C'est une jolie gamme, hein. C'est déjà disponible, hein. Ce n'est pas des optiques à venir, hein, mais sachez juste qu'on sort à peu près entre 3 et 5 objectifs par an. Donc voilà, on ne fait pas la roadmap, on n'en a pas d'idée, mais ça veut dire qu'on continue à sortir des objectifs en permanence pour répondre à vos demandes. Alors, si on veut déjà commencer par brosser un tableau un peu général de la gamme alpha plein format. Allez. Alors, décidément, je pense qu'on va prendre mon ordinateur parce que… On va aller changer d'ordinateur. Je vais continuer à parler le temps qu'on change d'ordinateur. Je ne sais pas quelle va être l'image suivante. Voilà, effectivement, on a des petits problèmes de logo sur cette présentation-là. Bon, l'idée, c'est vraiment de vous dire que la gamme aujourd'hui Sony Alpha, elle est assez lourde. Vas-y, prends le câble HDMI. Hop. Toc. On va fermer mon ordi. Voilà, ça fait partie des aléas du direct. Alors, le temps que PowerPoint se charge, est-ce qu'on peut avoir le gros plan, Marie-Pierre, s'il te plaît? Voilà, comme ça, on va juste faire un petit focus gros plan ici, juste pour vous montrer. Voilà, là, j'ai un A9 II. Là, j'ai un A7R4 et vous allez voir que là, j'ai un A7S3. Bah, l'A7S3 est au milieu, autant pour moi. Et je vais mettre de côté un petit peu l'A7C et l'A7 Mark III. Vous avez ici, en fait, plusieurs générations de boîtiers, d'accord? Et tout ce qu'on va trouver A9 II, A7S3, A7R4, on est sur des boîtiers qui sont avec un nouvel alliage magnésium, beaucoup plus costaud, d'accord, que l'A7 III. Et que la 7C, effectivement, qui est, même si le design et l'esthétique est différente, on est sur la même génération en termes de qualité, de fabrication, d'alliage magnésium et de protection tout le temps. Mais toute cette série-là, A9 II, A7S3, A7R4, on est sur quelque chose de beaucoup plus puissant, d'accord? Et on est sur un boîtier qui est un petit peu plus gros. On retrouvera bien entendu les mêmes batteries sur l'intégralité de toute cette gamme. Donc là, je ne l'ai pas dans ce boîtier-là. On va regarder dans l'autre boîtier si elle y est. Ah, il est un peu plus lourd, elle doit y être. Hop! Voilà, donc on se retrouve avec… On n'a plus de présentation, c'est ça? Ouais, tout a sauté dans la présentation, je ne sais pas pourquoi. J'ai fait un… Bon. Voilà, au moment d'enregistrer, ça a dû… voilà, on regarde si on… Ok, donc notre présentation à planter, on va le faire plus en live. Donc ici, vous avez une batterie Z, donc, qui est vraiment aujourd'hui un peu le tronc commun. Vous connaissez peut-être le Staminia, comme on en parlait avant, qui est tout simplement l'économie d'énergie qu'on avait sur les ordinateurs. C'est la spécialité de Sony, c'est-à-dire d'avoir une capacité en nombre d'images, une autonomie énorme. On est entre, on va dire, 700 et entre 690 et 740 photos et entre, on va dire, 2h30 et 3 heures de vidéo en cumulé. D'accord? Sachant que sur tous les boîtiers plus récents, comme la 7C, la 7S3, la 9 II, vous n'avez pas de limite d'enregistrement de vidéo. D'accord? Donc, ça permet de faire beaucoup de choses très, très particulières. Alors, est-ce qu'on a malgré tout quelques slides qui ont survécu? Alors, ont survécu. Bon, celle-là, on ne la présente pas. Vas-y, fais la suivante. On va vous présenter plutôt celle-là. Bon, il faudra vous présenter à la place de la 7C un A7C, mais ouais. On va vous passer quand même cette slide-là. Mais tout a sauté. Tout a sauté, c'est quand même bizarre. Juste au moment où on passait en live. Voilà, oui. Donc, je n'ai pas de signal. Il n'y a pas de signal. Bah, tu sais quoi, sinon on rebranche mon ordinateur. Alors, juste si on continue sur les boîtiers pendant qu'on essaie de retrouver notre présentation. Donc, vous avez compris qu'il y a plusieurs générations d'appareils photo, d'accord? Et la 7C, effectivement, même s'il est tout récent, on est sur un boîtier plus compact, plus léger. Alors, sur le gros plan, on ne voit pas bien, il est là. Hop. Voilà, ça, je les déplace. C'est la chaise musicale des boîtiers. Comme ça, vous les avez directement. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit focus par boîtier, d'accord? Rapidement, histoire que vous compreniez en gros quelle est la typologie de certains boîtiers. J'espère qu'on a peut-être quelques vidéos. On va peut-être commencer par la 9 II. On va présenter déjà la gamme telle qu'on l'avait prévu. Donc, juste vous faire la déclinaison des différents boîtiers avec
avec les nombres, enfin la définition et puis la vélocité. Donc, hop, on retire un ordinateur, voilà. Donc, on a l'Alpha 9 qui est le boîtier haute vitesse de chez Sony. C'est le boîtier sport, hein, on va dire, l'Alpha 9. Sans doute que certains d'entre vous se posent la question, qu'est-ce qui différencie finalement un Alpha 9 d'un Alpha 7.3 ? Parce qu'ils ont la même définition, sur le papier, ils ont pas mal de choses qui les rapprochent, ils ont même une ergonomie qui est assez conforme. Donc, on va vous expliquer un petit peu plus loin qu'est-ce qui fait vraiment la différence d'un Alpha 9 et pourquoi c'est un boîtier qui a vraiment une très forte spécificité pour l'action par rapport à tous les autres. On a ensuite l'Alpha 7 R4, donc il y a un capteur de 61 millions de pixels. Donc ça, c'est vraiment le recordman de la définition aujourd'hui sur le marché. Il n'y a pas de boîtier qui atteint aujourd'hui cette définition de 61 millions de pixels. Et puis on va voir en plus que cette définition de 61 millions de pixels, on peut encore la booster puisqu'on peut aller jusqu'à 240 millions de pixels avec la possibilité de travailler en multi-shoot. On va changer juste d'écran, une seconde, ça va couper. On va se mettre sur une présentation qui fonctionne un tout petit peu. Mieux. Un petit peu mieux, on va la mettre ici. Voilà. Donc, on n'aura pas tout, mais ça vous donnera une petite idée. Voilà, donc 42 ou 61 millions de pixels pour la 7R, sachant que un boîtier chez Sony ne remplace pas l'autre, c'est-à-dire que l'Alpha 7R, il existe aujourd'hui sur le marché dans 3 déclinaisons. Tout à fait, on a le R4, on a le R3 et on a le R2. Donc, ils correspondent à la génération 2, la génération 3, R3, cette marque 3, et la génération 4, qui correspond en fait au même niveau de finition que la 7S3 et que la 9.2, comme je vous l'ai présenté juste tout à l'heure. Alors, on fait une petite note, là, vous avez en bas de cette image-là, je ne sais pas si avec la souris on arrive à voir quelque chose, vous avez en bas de cette image-là, en fait, la taille des capteurs et la typologie de capteurs, c'est très important parce qu'on a vu des questions passer sur je suis photographe de sport, qu'est-ce que ça pourrait être mon boîtier de sport? Et là, vous avez un indice déjà, c'est le type de capteur. C'est-à-dire que le capteur que vous avez, par exemple, sur la 9.2, c'est pour ça qu'on le classe dans la catégorie vitesse, c'est un capteur RS. Donc, on va voir une petite vidéo tout à l'heure, mais le stack, c'est vraiment aujourd'hui le capteur le plus rapide du marché. Et c'est ce qu'on verra dans la vidéo. RS, il faut dire, c'est pour Reversed Stack. C'est un capteur rétroéclairé. C'est une technologie qui permet d'avoir un meilleur rendement en haute sensibilité et qui est stack, c'est-à-dire qui est capable d'extraire les charges 20 fois plus vite qu'un capteur classique. Et c'est ce qui fait toute la différence sur la photo d'action. Voilà, donc ça, c'est assez important. Et puis, donc après, sur l'Exmor R, donc c'est simplement les capteurs rétroéclairés. Donc, c'est les meilleurs capteurs du marché. Donc, ils sont disponibles sur l'intégralité du reste de notre gamme, avec la particularité pour les A7R d'avoir des très grosses définitions, beaucoup de pixels. On retient R comme résolution. R comme résolution. S pour sensibilité. Alors, c'est aussi vidéo, bien sûr, mais c'est peu de pixels. On va voir quel avantage ça peut avoir. Et puis, les A7 III. Mais c'est un boîtier photo aussi, la 7S. Hein. Oui, c'est un boîtier photo, même s'il est plus orienté vidéo. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même, le photographe cherche un peu plus de pixels, même si en reportage, 12 millions, ça peut complètement suffire. C'est vrai qu'on sait qu'effectivement, il y a une relative limitation. C'est pour ça qu'on l'oriente quand même plus vidéo aujourd'hui. Des fois, il faut quand même choisir, être bien au clair sur est-ce que je vais vers plus de définition ou est-ce que je vais vers un signal de meilleure qualité si je dois toujours travailler en basse lumière. Tout à fait. J'ai peut-être plus intérêt à aller sur une définition peut-être moindre, mais être sûr d'avoir une image avec des pixels qui sont bien nourris en photons et qui vont donner surtout une belle montée en ISO. Et puis des rendus réalistes, même en haute sensibilité. Et puis la 7C, la 7 III, on va en parler un peu ensemble parce qu'ils reprennent des choses, on fera un petit focus à 7C, ils reprennent des choses quand même très communes. Donc voilà, et qui ont le capteur le plus polyvalent, c'est le capteur 24 millions de pixels. Alors après, on peut changer ici slide, la souris elle est branchée. Et après, je pense qu'on pourrait revenir sur ta première présentation que tu m'as montrée tout à l'heure. Comme ça, on vous passera les deux. On va continuer là-dessus parce qu'il y a aussi des fondamentaux. On parlait des points communs de tous ces boîtiers plein format. Il y a des choses qui sont essentielles dans la gamme Sony qu'on va retrouver sur tous les boîtiers. Je te laisse en parler parce que c'est des aspects assez déterminants. Tout à fait. On va passer la slide d'après. Je pense qu'elle est un peu plus détaillée. Voilà, c'est cette slide-là. Je crois qu'il y a encore un clic. Donc voilà, c'est très important. Vous compreniez aujourd'hui que Sony est fabricant d'optique. D'accord ? Souvent, on n'associe pas Sony à de l'optique. On fabrique les objectifs tout, les G Master, tout ça, c'est nous qui fabriquons. Les formules optiques, les systèmes mécaniques, les châssis, les systèmes mécaniques, j'entends mécanique optique, autofocus, les châssis, les capteurs d'image, bien entendu,
les processeurs aussi, les viseurs et les châssis boîtiers. Ça veut dire que tout est développé en interne. Ça veut dire qu'en gros, les objectifs qu'on fabrique déjà depuis quelques années sont faits pour les capteurs de demain. Et ça, c'est intéressant dans l'adéquation parfaite pour la mise au point et la qualité d'image entre optique et boîtier. On avait, tu parles de la mécanique et des optiques, on avait une question de Céline, Céline, qui nous demandait s'il y avait des objectifs et des boîtiers silencieux dans la gamme, parce qu'elle veut faire de la photo et de la vidéo, et elle voulait savoir justement dans toutes ces technologies dont tu parles, oui. Est-ce que ce sont des choses qui sont autant orientées photo que vidéo? Et pour la vidéo, est-ce qu'il y a des critères auxquels il faut être attentif sur le choix d'objectifs? Alors, parallèlement à celui du boîtier. Alors, il y a la partie silence. Hein. Il y a beaucoup de choses dans la question qui est posée. Effectivement, donc, je ne sais pas si cette personne est déjà équipée hybride ou pas, mais sur D'ailleurs, tiens, on va vous poser la question. On va en profiter. Voilà, on va faire un peu d'interaction via notre profil Instagram, sur le profil Sony France. Dites-nous si vous êtes plutôt réflexe ou plutôt hybride. Vous allez pouvoir trouver sur la page Insta Sony.France une question à laquelle vous pouvez répondre instantanément, et comme ça on peut interagir et aussi peut-être mieux savoir qui est de l'autre côté de cet objectif et pouvoir mieux orienter notre présentation. Alors on va répondre à la question silence, d'accord? C'était ça. C'était oui. Un début de question. Alors, est-ce qu'on peut avoir objectifs et boîtiers silencieux dans la gamme? Est-ce qu'on peut avoir la caméra gros plan? Donc là, je me mets ici, on attend juste que la mise au point se fasse. On voit bien que dans un hybride, je n'ai pas de miroir, je vois directement le capteur. Là, je me suis mis en mode photo. Vous voyez, vous entendez peut-être le bruit. Vous voyez peut-être l'image. Voilà, l'image, on le voit. Alors, on n'a pas de miroir, bien sûr, donc le bruit est moins grand. On a toujours ce qu'on appelle un obturateur mécanique. Ça reste toujours, tant qu'on n'a pas une technologie global shutter, la meilleure façon de faire une photo. En revanche, on peut très bien mettre l'appareil en mode silencieux. Alors, je ne le fais pas ici, mais ça vous donne une image. Si je prends une photo, ça fait ce bruit-là. Donc, ça ne fait pas de bruit. C'est le capteur qui va se mettre on ou off au moment de la prise de vue. D'accord? Ça s'appelle l'obturation électronique. Donc, c'est une obturation qui est 100% silencieuse. Et on sait très bien que peu importe l'objectif que vous avez… Et ça, on l'a sur tous les boîtiers plein format de dernière génération. Tout à fait. Si on ne vous entend pas, on ne vous voit pas. Vous pouvez avoir un 200-600 sur l'épaule. Si votre boîtier ne fait pas de bruit, l'autofocus n'en fera pas sur nos objectifs aujourd'hui, mais on ne vous entend pas. Alors pas de restriction. Oui, l'autofocus n'en fait pas sur les objectifs qui sont équipés d'un moteur SSM. Donc oui, relativement dernière génération, effectivement, on est d'accord. Il y a différentes générations d'autofocus. Et globalement, avec un zoom aujourd'hui actuel, que ce soit 24-70, f4 ou 2.8, avec les 70-200 aujourd'hui, on peut considérer que le bruit est quasiment exempt. Maintenant, effectivement, on peut avoir sur un 50 mm à f1.8 un bruit de moteur, puisqu'on est sur un moteur plus classique. Mais sur les moteurs SSM, on est très silencieux. Alors, donc faites attention à la technologie du moteur lorsque vous achetez votre optique. Si vous voulez l'utiliser pour la vidéo, prenez des objectifs qui sont équipés d'un moteur SSM, qui est la technologie Sony pour avoir des moteurs silencieux en prise de vue vidéo. Voilà, bon là j'ai pris le 200-600, c'était juste pour l'exemple, mais effectivement, ça ne fait pas de bruit. Je reviens juste sur le silence. Donc, tous les boîtiers hybrides peuvent être vraiment silencieux, 100% silencieux. On a, sur tous les boîtiers qui sont là de notre gamme actuelle, l'obturateur électronique. On a des boîtiers qui fonctionnent plus ou moins, qui sont plus ou moins performants. Alors, il y en a un qui est extraordinaire, c'est l'Alpha 9 ou l'Alpha 9.2 en obturation électronique. On a parlé tout à l'heure de son capteur qui est RS, donc qui est rétro-éclairé et stack empilé. Donc, ça veut dire que lui, il va avoir un capteur 20 fois plus rapide en termes d'électronique que un A7 III, qu'un A7 R4, etc. Ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir utiliser l'obturateur électronique en étant quasiment exempt de la majorité des défauts de l'obturateur électronique. Quels sont les défauts de l'obturateur électronique? Alors, on n'a pas forcément d'exemple aujourd'hui à vous montrer, mais l'obturateur électronique, en gros, il va faire une photo et il va décharger chaque ligne de pixels les unes après les autres, ce qu'on appelle le rolling shutter. C'est-à-dire que ça prend un certain temps. Donc, si vous êtes en mouvement latéral, même à 1 millième, 2 millièmes, 3 millièmes de seconde, vous aurez ce qu'on appelle des déformations de rolling shutter. On vous en montrera un exemple tout à l'heure quand on parlera de la chaîne. Donc ça, c'est la problématique de tous les capteurs actuels, d'accord, sauf l'Alpha 9.2 et l'Alpha 9, qui a un capteur 20 fois plus rapide, c'est-à-dire que ce balayage va être 20 fois plus rapide. Ça veut dire qu'en gros, on a une image on pourra photographier du mouvement extrêmement rapide dans un silence absolument total.
D'accord? C'est typiquement les joueurs de golf. Hein, les joueurs de golf, si vous êtes à côté, si vous avez un boîtier qui fait du bruit, le joueur de golf, il vous vire, tout simplement parce que le bruit n'est pas supportable pour sa concentration. Donc, typiquement, l'Alpha 9 et l'Alpha 9.2 sont des boîtiers absolument impeccables quand on n'a pas le droit de faire de bruit, mais qu'on veut quand même capturer de l'image et de l'image en mouvement très rapide. Ça, c'est vraiment aujourd'hui le must, c'est Alpha 9, Alpha 9.2. Donc, vraiment privilégié pour le sport. Donc, on continue sur la présentation de la gamme. Donc, il y a eu toute une évolution au fil du temps. Sony n'est pas le dernier né sur la famille des hybrides. On n'est pas le premier non plus. On n'est pas le premier, mais on est parti de loin quand même, puisque la première gamme remonte à 2013. La première gamme d'hybrides plein format, sachant qu'il y a eu avant les hybrides APS-C tout à fait. Depuis 2009, si je ne me trompe pas. Oui, ça fait 2013 pour le plein format, avec déjà plusieurs générations qui se sont succédées. Donc A7, A7S, A7R, première génération. Tout à fait. A7II, A7S2, A7R2, puis ensuite A7III, A7R3 et Alpha 9, donc qui est arrivé en 2017 avec cette petite révolution. Qui est un ovni en fait dans le périmètre des appareils photo. Et effectivement, ensuite, on va voir arriver, alors les chemins sont un peu particuliers parce qu'effectivement, on a sauté un peu l'étape d'un 7S version A7R3, A7III, mais pour passer à un 7S3 avec un boîtier de type A9II, 7R4, donc vraiment plus costaud. Donc A9II, 7R4, et puis le petit dernier, pardon, je suis allé trop vite, ce qui est l'Alpha 7C. D'accord. Et que tu as mis à peu près, en équivalence avec la 7.3 parce qu'on va voir qu'ils ont pas mal de gènes en commun. Ils ont pas mal de gènes en commun. On va faire un petit focus dessus. Je pense que ça peut être intéressant. Mais effectivement, la 7C est inspirée de la génération plutôt 3, A7III, A7R3 et A9, mais prend des éléments internes de la 7R4, de la 9.2, du ZV1, un peu de la 7S3. C'est assez intéressant comment il est construit. On va y revenir. Donc, on voit qu'il y a donc, du coup aujourd'hui une belle constellation quand même de propositions. Alexandre, par exemple, nous demandait autour de quel boîtier il peut construire un studio pour la photo de portrait ou de packshot. Donc, alors, presque tout ce qu'on vient de dire. C'était notre deuxième boîtier, un Focus A9, on vient de le faire, on montrera une petite vidéo tout à l'heure. Là, on peut faire un focus sur la 7R4. Quel type de photo est-ce qu'il le spécifie dans sa question? C'est pour de la photo de portrait ou de packshot. Alors, A7R4. Je ne sais pas si on peut le voir en gros plan. Donc, il n'y a pas grand-chose qui le sépare en termes d'esthétique de boîtier d'un A7S, d'un A9, d'un A9II. Mais effectivement, ce qui est intéressant de voir dans ce boîtier-là, même si ça ne se voit pas, c'est que son capteur est un capteur de plus de 60 millions de pixels dans un boîtier qui fait toujours 10 images par seconde. Alors, ça ne sera pas très utile dans le setup, vraisemblablement. Donc, c'est très simple. On utilise une optique qui est la meilleure possible, donc une focale, en fonction que ce soit macro ou que ce soit un 135, c'est du portrait. Je ne sais pas quel est le type de photo réalisé par cette personne. Portrait ou packshot. Donc, studio, portrait, packshot, effectivement, ce qu'on veut, c'est de la définition. Donc, on choisit l'objectif adapté au cadrage que l'on veut faire. De préférence, pour le coup, à 60 millions de pixels, même si aujourd'hui, il n'y a pas de restriction sur la gamme optique, mais il faut taper quand même dans du G-Master, c'est ce qu'il y a de mieux. De la focale fixe, c'est encore mieux. Et après, derrière, on y va. Le setup est simple. On a ici la possibilité de mettre des accessoires de déclenchement de flash en TTL. On a aussi une prise Synchro X. On va y arriver si on la voit, si on veut se faire à la traditionnelle avec un câble. On peut très bien, puisqu'il y a toutes les fonctions nécessaires, transférer en USB-C, je ne sais pas si on arrive à voir les connecteurs ici, via l'ordinateur. C'est-à-dire dans le setup, en fait, on connecte l'USB à un Mac ou un PC, on utilise la suite logicielle Imagine Edge, et derrière, en fait, comme aussi on peut utiliser, je crois qu'il y a aussi Capture One qui est compatible. Donc on peut aussi transmettre en Wi-Fi d'ailleurs. Et on peut transmettre en Wi-Fi. Donc, câble USB-C, solution Imagine Edge ou Wi-Fi. Alors Wi-Fi, il y a une petite note, c'est qu'on peut transférer en Wi-Fi direct, sans passer par une infrastructure, en 2,4 et 5 GHz, c'est-à-dire que ça va très très vite. La portée est moins grande, mais le débit est bien plus élevé. Donc, on fait tout ça. Et puis, il y a une fonction must dans le 7R4. Si vous êtes amoureux de la définition et de la résolution, le 7R4 a un mode pixel shift. D'accord? C'est-à-dire que le système de stabilisation du capteur va être utilisé pour augmenter et multiscanner et faire augmenter la définition de l'image. On passe de 60 à 4 x 60.
ce qui fait 240 millions de pixels. Alors normalement, on va peut-être dans une seconde pouvoir vous le montrer, le temps de récupérer le signal de l'ordi. Mais en gros, on va pouvoir avoir… C'était en double écran. Voilà. Et on va pouvoir donc avoir 240 millions de pixels. Comment on fait? C'est géré par Imagine Edge. Voilà, on a une super photo qui est là. Et on a le capteur qui va se décaler. Alors, on a deux modes. On a le mode 4 shots ou 16 shots. On va parler du mode le plus costaud, le mode 16 shots. 4 shots, c'est pour simplement reconstruire la matrice de Bayer, d'accord, en RVB. Alors, c'est la slide d'avant. Il décale d'1 pixel pour rechercher le rouge, vert, bleu. Et puis ensuite, il fait ça 4 fois avec un décalage après maintenant d'un demi-pixel pour aller faire du multiscan et augmenter la définition. Donc, on passe à 240 millions de pixels. Alors, je sais que la question va venir, comment je fais en studio si je suis au flash? Ça fonctionne aussi au flash. Ça fonctionne en obturation électronique pour éviter la moindre vibration. Et ça fonctionne aussi au flash de studio. Attention, si vous faites 16 photos au flash de studio, il y a intérêt à laisser du temps entre chaque photo, c'est paramétrable. Et puis surtout, à prévoir une puissance d'éclair qui permette au flash de se recharger entre chaque éclair, parce que 16 à tenir. Entre chaque déclenchement. Entre chaque déclenchement et chaque éclair de flash, parce qu'à chaque fois, ça va quand même pomper de l'énergie. Et puis, petite aussi astuce, la vitesse d'obturation, parce qu'on a toujours un capteur qui a ce qu'on appelle du rolling shutter en obturation électronique, il va falloir choisir une obturation inférieure ou égale à 1/8 de seconde. Donc, faites le noir complet. Mais cette fonction-là vous permet, à un moment donné, de faire un packshot à 240 millions de pixels si vous avez une très grosse prod à faire avec une affiche. C'est très, très utile. Alors, on a plein de questions là qui arrivent sur le fil. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure parce que ça va faire quelque chose, une présentation assez riche, je pense. On a la question de Alexandre. J'espère qu'on a répondu à votre question complètement. Donc, c'est vrai que pour le portrait, quand on recherche de la définition et qu'on veut avoir de la possibilité de faire du studio en nature morte, le 7R4 ou le 7R3 à la limite aussi peut convenir. 7R3, 7R4, sachant que le 7R3 n'a pas le mode 16 shoot, il a que le mode 4 shoot en pixel shift. Donc avec le 7R3, vous pourrez avoir les couleurs vraies, mais vous ne pourrez pas avoir de montée en définition, ce que vous allez pouvoir avoir avec le 7R4 qui va vous emmener jusqu'à 240 millions de pixels. Donc c'est vrai qu'il y a le choix, c'est-à-dire qu'il y a le 7R2, le 7R3, le 7R2 qui même s'il est plus ancien, il a quand même 42 millions de pixels, le 7R3, le 7R4, avec 60, le 7R4, c'est le must. On va montrer un petit peu, là, si on arrive à voir le détail. Je ne sais pas si vous voyez, il s'agit d'une image d'architecture assez fouillée. On va aller chercher un tout petit détail. Sur la droite, en carré rouge. Le carré rouge, voilà, ce détail-là. Et puis, on va voir ce que ça donne selon qu'on le shoot en normal. Alors, j'espère que la définition de la transmission est suffisante pour que vous voyez une différence. Mais en fait, effectivement, la différence reste un petit peu subtile, mais plus on va monter en définition, plus on va avoir de la précision dans le rendu des teintes et de la précision dans la finesse de la restitution, de la définition. On va avoir quand même un niveau de définition et de finesse d'image bien supérieur. Sans bouger, enfin, je ne sais pas si je l'ai assez précisé, mais effectivement, les 60 millions de pixels, c'est un shoot. Quand vous faites du multi-shoot, il faut être dans l'immobilité la plus absolue, un trépied le plus gros possible pour que le boîtier ne prenne pas l'air, les déplacements. Personne ne bouge pendant les 16 shots. S'il y a le moindre mouvement, vous aurez un décalage et ça donnera des images ratées. Alors, on a une première indication sur la question qu'on a posée. La team hybride est quand même largement majoritaire ce soir dans notre auditoire, parce qu'on a 74% d'hybride pour 26% de réflexe. Bon. Vous êtes déjà à peu près, les 3/4 d'entre vous êtes déjà utilisateurs de boîtiers hybrides. Bon, c'est très bien, vous avez fait le bon choix. Parce que c'est vrai que les réflexes vont petit à petit peut-être laisser la place aux hybrides. C'est un peu le sens de l'histoire. Juste pour les 26% qui sont encore en réflexe, on comprend complètement votre position. Je veux juste vous faire une toute petite allusion. Voilà. Si on peut voir en gros plan, Marie-Pierre, juste rapidement, je suis désolé, j'adore montrer les capteurs. Voilà. Juste l'absence de miroir. Un hybride, ce n'est pas juste un boîtier plus compact. D'accord ? D'abord, vous avez des capteurs de technologie très récente dedans, qui sont aussi grands, voire plus grands, selon les boîtiers réflexes équivalents. Vous avez le look du réflexe en hybride, avec le viseur central, mais le capteur qui est là, comme il est tout le temps en visualisation,
Et Dieu sait que ça ne chauffe plus depuis des années. Hein. Aujourd'hui, Sony est premier fabricant de capteurs, ce n'est pas pour rien. Et en gros, ça veut dire quoi? Vous imaginez toute cette surface de pixels qui va vous permettre de faire la mise au point parfaitement sur le capteur et non pas au travers d'un miroir, d'un prisme, qui va pouvoir faire une mesure de la lumière, une reconnaissance des visages sur toute la surface du capteur. Le fait de faire travailler le capteur par rapport à un réflexe, c'est la clé pour vous proposer une qualité d'image bien meilleure en termes de mise au point, d'exposition, de couleur, de tout ce que vous voulez. Donc l'hybride, c'est pas juste plus petit, c'est un pas en avant pour aller plus loin dans votre photographie. Voilà. C'était pour les 26%. De l'autofocus, on peut peut-être le détailler un peu plus. L'autofocus, c'est vrai que c'est un élément clé chez les hybrides. Tu parles de la essentiel. Ouais. Parce qu'il n'y a pas seulement une surface de détection qui est plus grande, il y a aussi toute une intelligence qui est mise au service de la réussite de l'image. Tout à fait. Il y a de l'intelligence artificielle à bord, directement sur ces boîtiers. Est-ce que tu peux nous en dire un mot peut-être? Tout à fait. Alors, c'est important que vous compreniez aujourd'hui Sony, d'abord, c'est un pionnier dans le domaine de l'image. Et c'est surtout un pionnier dans les algorithmes, d'accord, de travail. Donc, je ne sais pas si on peut voir là, juste après. Voilà, c'est tout déformé. Tout a sauté. Ok. Bon. Mais on va voir cette vidéo. On va voir la vidéo. C'est très important. Elle va passer. Donc, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'on est les champions des algorithmes autofocus. L'IAF, on le fait depuis des années. Et on a des algorithmes qui permettent de reconnaître le visage et les yeux. Même si les yeux sont fermés, comme on reconnaît en fait la totalité du visage, des oreilles, du nez, de la bouche, on sait où sont les yeux. Et on a, par la rapidité de cet algorithme et des processeurs, la notion de temps réel, c'est-à-dire qu'on va pouvoir suivre le visage et les yeux en temps réel. Et ça, c'est la clé. Pourquoi? Parce que, alors on ne fait pas que sur les humains, on fait aussi sur les animaux. Mais pourquoi c'est la clé de faire en temps réel? Parce que, y compris en vidéo. Y compris en vidéo, alors selon les boîtiers, on verra après. Tous les boîtiers. Mais y compris en vidéo. Pourquoi c'est la clé? Parce que, au final, nous, une image floue, c'est une image qui n'est pas utilisable. D'accord? Si elle est un peu floue, c'est pas satisfaisant. L'idée, c'est qu'elle soit parfaitement nette. Et à partir du moment où il y a du personnage dans les photos, et il y en a dans plus de 80% des photos, ça va être le visage et ça va être les yeux. Et en vidéo aussi. Après, si vous ne voulez pas faire la mise au point sur les yeux ou sur la personne, il suffit de prendre tout simplement votre boîtier et puis de cliquer avec le doigt à l'endroit où vous voulez faire la mise au point. Et instantanément, ça change. Votre boîtier, il vous obéit au doigt et à l'œil, comme on dit. Et c'est ça la clé. Vous êtes le maître de l'autofocus. Le système des algorithmes autofocus ne sont faits que pour vous aider et vous assister. Et ils doivent être simples et logiques à comprendre. Aujourd'hui, le système de gestion de l'autofocus Sony est extrêmement simple à comprendre et extrêmement puissant, c'est ça l'intérêt. Alors ça fait partie des critères de choix, ce que tu expliques, notamment cet autofocus temps réel qui a quand même bien révolutionné le suivi de mise au point, que ce soit en photo, en vidéo et sur des sujets en mouvement. Est-ce qu'on peut montrer peut-être la slide suivante qui concerne justement la compatibilité? Pour choisir votre boîtier et être sûr que vous ayez la bonne technologie autofocus à bord, notamment par exemple pour ceux qui font de la vidéo, et qui font principalement de la vidéo, c'est peut-être mieux de s'orienter aujourd'hui sur un A7C, un A7S3 ou un A7R4 qui ont notamment cette technologie de reconnaissance de l'œil sur l'œil humain en vidéo. Alors pour comprendre juste en jaune, avec les H, c'est humain, c'est-à-dire qu'on reconnaît les yeux humains. En A, c'est les animaux. Donc c'est type chien, type chat principalement. Ça marche aussi sur les chevaux, partiellement, ça dépend du type de cheval et de langue. Ça marche aussi sur les renards, sur les ours, etc. C'est très large. Voilà. Et puis, vous avez le RT, c'est le real time. Donc, on voit effectivement que l'Alpha 7C est en réel, l'Alpha 7S3 est en réel, la 7R4, c'est le début avec la 9 d'être temps réel. Effectivement, si on n'est pas temps réel, on est juste très rapide, déjà. D'accord. Et c'est ça qui est on a quand même ça ne veut pas dire que sur l'Alpha 7 Mark III, on n'a pas la détection de l'œil. Non, c'est simplement que le mode de détection est un petit peu différent. Tout à fait. La manière dont il va se matérialiser dans le visage, un petit peu moins rapide. Il est un petit peu moins rapide. Voilà, c'est la dernière mouture en fait de Bionzix et des algorithmes qui est arrivée sur la 7R4. Avec la 7R4, en fait, a été repris pour l'Alpha 7C. Je vais reprendre parce que là j'ai un fil de questions qui s'enrichit, qui s'épaissit de minute en minute. On va se focaliser sur les questions. Je voudrais surtout qu'on réponde à vos questions. Donc on avait préparé notre présentation, vous l'avez compris, notre présentation c'est un petit peu mise en désordre. Donc on va plutôt répondre à vos questions parce que c'était aussi de toute façon le sens de cette présentation. Donc on a une question d'Alexandre qui voudrait savoir si la course à la résolution en photo a une limite. Quelles sont les applications qui nécessitent ou exploitent une résolution de 61 millions de pixels? J'adore cette question. Non, alors c'est une excellente question.
Alors, je vais me projeter un certain nombre d'années en arrière, hein, parce qu'en final, on n'est pas si jeune que ça, où je pensais que 6 millions de pixels, c'était déjà le maximum nécessaire et qu'on n'avait pas besoin de plus. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, il faut pouvoir aller au bout des choses. Alors, vous voyez, le 7S3, il n'a que 12 millions de pixels. Donc, la course à la résolution, elle est aussi adaptée en fonction de ce pourquoi le boîtier va être utilisé principalement. Et puis, on a la 7R4 qui va jusqu'à 60. C'est pas une course pour le pixel. Quand on voit que le 7R4 à 60 millions de pixels, il fait du 10 images par seconde en rafale, voilà, il n'y a aucune restriction à utiliser. C'est parce qu'on peut le faire aujourd'hui et que la taille, la qualité d'image et que l'ergonomie et l'utilisabilité, c'est un mot qui n'existe pas, mais vous comprenez son sens, du boîtier peut vraiment être là. On a 60 millions de pixels qu'on peut vraiment utiliser en prod. Alors, pour faire quoi 60 millions de pixels? On a eu une question tout à l'heure d'une personne qui faisait plutôt du studio, plutôt de la pub. Alexandre. Alexandre. Ah, c'est toujours Alexandre. Voilà. Alexandre. Et pour de la pub, Alexandre, voilà. On peut faire, voilà, si à un moment donné on a du packshot à faire, on peut avoir besoin pour soit des nécessités de recadrage, soit simplement des nécessités d'impression. On a quand même toujours aujourd'hui des panneaux publicitaires qui font 4 mètres par 3 mètres. Donc ça peut être très intéressant. Après, l'expérience visuelle, elle est extraordinaire quand on a des impressions de tirage photo en très, très grande largeur. Donc, il y a toujours dans la qualité d'image que l'on recherche, il y a toujours ce besoin, alors il n'est pas pour tout le monde, mais il y a ce besoin de définition, de précision et de piqué d'image. C'est ce que propose la 7R4. Et aussi un besoin de dynamique. Ça, c'est magnifique. Alors, c'est vrai, on a 15 diaphes de dynamique. Alors, en RAW, bien sûr, pas en JPEG, faut retraiter derrière. Mais ça, effectivement, une belle photo, c'est pas que des pixels, on est tout à fait d'accord, mais les pixels participent à la beauté de l'image aussi. C'est aussi l'aptitude du capteur à restituer l'intégralité des détails, des nuances, des dégradés, des demi-teintes. Voilà. Alors ça, effectivement, vous l'avez dans le 7R4, bien entendu. Tout ça, c'est des photos qui ont été prises au 7R4. Ouais, avec une version révisée, c'est-à-dire que le 7R4 a eu une mouture de l'algorithme de traitement d'image qui a évolué par rapport au 7.3, au R3, qui est repris d'ailleurs dans l'Alpha 7S3 et qui est repris aussi dans l'Alpha 7C dernièrement. Donc voilà, course au pixel, oui et non, mais à un moment donné… En tout cas, les optiques aujourd'hui sont capables de discerner les 61 millions de pixels, voilà, ça, notamment les optiques GM. Tout à fait. Alors pas que, on avait sorti un petit, c'était un 20 f2.8, on a sorti un 35, un 20 f1.8, je ne l'ai pas ici. Mais on n'est pas obligé d'avoir des objectifs G-Master pour pouvoir arriver à faire des photos incroyables avec le 7R4. Vous pouvez avoir des petites focales qui sont ni G-Master, ni Zeiss, et qui vous permettent aujourd'hui, en petites focales de base, en 35, en 24, etc., d'avoir une qualité d'image hors pair. Les objectifs, comme je vous dis, sont conçus, quelle que soit leur gamme, pour pouvoir répondre aux besoins des capteurs les plus exigeants. La 7R4 en est un, bien entendu. Et c'est pas le fait, du coup, avec cette plage dynamique, c'est pas le fait, on a de la définition, mais on a aussi de la capacité de monter en sensibilité. Oui, on voit sur cette image. Alors effectivement, la montée en ISO du 7R4, elle est très belle. Après, c'est clair que c'est là où on va se différencier. Entre un capteur 60, un capteur 24 et un capteur 12, effectivement, on aura aussi des spécialités différentes. D'accord, dont effectivement la sensibilité ISO. Si on se met à 6400 avec un 7S2, un 7S3 pardon, et un 7R4, la qualité d'image n'est pas la même. Mais dans un, on a 60 millions de pixels pour un usage bien précis. Dans l'autre, on en a 12. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des segments d'usage pour chaque produit. Très bien. J'espère que c'est une réponse qui convient à Alexandre. On a aussi Corinne qui veut savoir, elle, quel boîtier conseiller pour filmer et photographier du sport. Pas que photographier, parce que tu as parlé tout à l'heure de l'Alpha 9 Mark II, mais l'Alpha 9 Mark II est un boîtier qui est plus orienté photo. Tout à fait. Pourquoi il est plus orienté photo que les autres, d'ailleurs? Alors, on rentre dans le détail. Le capteur de l'Alpha 9 Mark II, on en a parlé tout à l'heure, c'est un capteur qui est rétroéclairé et stack empilé. Empilé, c'est une technologie très particulière qui permet d'effacer le plus possible, à 95%, les effets de rolling shutter, notamment en obturation électronique. Donc, c'est un boîtier qui peut monter à 20 images par seconde dans un silence absolu, en repoussant les déformations de rolling shutter à quasiment l'invisible. Donc ça, c'est la 9.2. Mais il se trouve que ce type de capteur est un petit peu moins performant en vidéo. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de HDR, vous n'aurez pas de log sur la 9 et la 9.2.
C'est ce qui fait qu'à un moment donné, l'usage en vidéo, il est un peu moins recommandé. On va voir C'est la vidéo de la 9.2 ? Oui, voilà. Ce que tu expliquais tout à l'heure sur la 9.2, c'est ce capteur particulier donc, qui a une couche mémoire derrière la couche pixel. Ouais. Là, c'est un capteur classique. Donc, vous voyez que le met un certain temps à lire l'image. C'est ce qui peut générer l'effet rolling shutter. L'Alpha 9 Mark II, on a rajouté juste derrière les pixels une couche mémoire qui va permettre d'évacuer beaucoup plus vite, 20 fois plus vite, les informations images. Donc ça, c'est pour la photo de sport, c'est l'arme fatale parce que vous pouvez faire du 20 images secondes, du 32 millième de seconde. Vous n'avez pas de blackout. Alors, on va tout passer en revue. Les 20 images secondes, évidemment, pour le sport, c'est important parce que ça permet de vraiment saisir la bonne phase du mouvement. Donc, on en a plus que sur un réflexe qui est limité par le mécanisme interne. Hein. Donc là, ça veut dire qu'on a en plus la possibilité, comme on n'a pas de miroir, le capteur est toujours exposé à la lumière, il voit toujours ce qui se passe. On n'a pas de miroir et on n'utilise pas l'obturateur mécanique. Voilà, il est capable de faire 60 mesures par seconde d'autofocus, donc il ne perd jamais le point. Ça, vous voyez aussi la différence que ça fait dans le viseur. Avec un réflexe, ça clignote. Avec un Alpha 9, vous avez juste un petit cadre qui scintille à l'intérieur du viseur pour vous indiquer que ça shoot, mais vous ne perdez jamais le contact visuel avec votre sujet. Donc là, ça shoot, là, il est à 20 images par seconde. Voilà, vous pouvez toujours le cadrer au mieux. Et puis, vous avez un obturateur qui est silencieux, sans effet de distorsion lié au rolling shutter, comme on l'expliquait tout à l'heure. Sans effet de vibration dû au mouvement mécanique. Voilà, avec en plus un capteur qui est stabilisé, donc une image qui est vraiment parfaite au moment où elle est capturée. Donc ça fait vraiment la grosse différence de ne plus avoir cet obturateur mécanique qui limite, par exemple, l'obturation au 8 millième de seconde. Avec un capteur électronique de type stack, on peut monter au 32 millième de seconde. Donc vous pouvez même utiliser une optique 1.4 en plein jour à l'extérieur, simplement en montant la vitesse d'obturation en vous passant de capteur de filtre neutre. Donc tout ça, c'est des avantages déterminants. Maintenant, pourquoi il n'est pas aussi doué pour la vidéo? Alors, le pourquoi, je ne saurais pas vous dire, c'est des technologies de capteurs. Mais donc là, on vient de faire un focus sur l'Alpha 9 et l'Alpha 9.2, qui ont la même technologie, donc très orienté photo. Après, l'équilibre de l'Alpha 9, l'Alpha 9.2, c'est son capteur qui fait aussi 24 millions de pixels. C'est-à-dire le 24 millions de pixels, il est extrêmement bien balancé pour de la photo en termes de définition, et extrêmement bien balancé pour sa montée en ISO et puis pour sa capture 6K versus 4K, c'est-à-dire on prend 6K avec les recadrages 16/9 pour faire du 4K, donc il est bien balancé aussi en termes de capacité processeur pour produire du flux vidéo. Donc c'est pour ça qu'après on va se diriger plus vers l'Alpha 7 Mark III qui est là. Juste en passant, je réponds à Vincent, oui c'est 20 images par seconde aussi en RAW. Bien sûr, je crois qu'on peut faire plus de 100 RAW, non? Plus de 100 fichiers en RAW, je crois que c'est énorme. Oui, c'est un boîtier qui est fait pour la course. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il faudrait demander à Francis de nous en parler. Francis Bompard, qui fait du ski. C'est très impressionnant. Donc, je me focalise pour répondre à la question photo plus vidéo, le boîtier le plus polyvalent. On va se focaliser donc plutôt sur un capteur 24 millions de pixels de par sa polyvalence montée en ISO puis photo-vidéo. C'est bien balancé pour le flux vidéo et photo. Et puis après, l'A9, on va le mettre de côté, on a compris pourquoi. Pour la vidéo. Le capteur ne permet pas notamment de générer ce qu'on appelle des profils des S-log, qui vont vous permettre derrière d'avoir une image qui est plus facilement étalonnable en post-production. Tout à fait. Voilà. Donc on va se focaliser sur A7 III, A7C. Pourquoi? Parce que ils reprennent le capteur 24. On n'aura pas toute la partie qu'on vient d'évoquer sur la 9.2, c'est-à-dire le capteur stack qui permet d'avoir 20 images par seconde sans aucun bruit. On va quand même travailler en mécanique jusqu'à 10 images secondes. 10 images secondes en mécanique, un 8 millième de seconde. On a toute la copie globale d'un boîtier pro. 4 millièmes de seconde en mécanique pour le 7.3 8 millième, que 4 millièmes ici, mais 8 millièmes en électronique aussi quand même. Donc on a l'électronique, mais avec les problématiques de déformation. Donc on peut être silencieux, mais il faut quand même faire en sorte de ne pas photographier des mouvements trop rapides, surtout des mouvements latéraux, ce n'est pas possible. Et puis derrière, ils sont parfaitement taillés pour la vidéo, puisque les deux sortent du 4K en 4.2.0 en 8 bits, avec un oversampling, c'est-à-dire on prend 6K en 4K, on sort en 30 images par seconde, en Full HD, on sort à 120 images par seconde, on a la sortie HDMI qui permet aussi de récolter le signal brut, bien meilleure qualité, sur un enregistreur externe. En 4.2.2. En 4.2.2 en 8 bits, et derrière, après, on a la stabilisation du capteur. Aujourd'hui, on considère qu'on a pas loin de, on va dire, 40 à 50% des ventes de l'Alpha 7 Mark III sont faites pour la vidéo. D'accord? C'est-à-dire qu'on avait sorti l'Alpha 7 S2,
Et puis le 7S3 a mis du temps à sortir. Donc beaucoup de gens, pour des raisons de polyvalence, sont allés sur le 7.3 qui, quand on regarde les dernières mesures de vente, aujourd'hui, c'est toujours parmi le boîtier le plus vendu chaque mois, versus Reflex, versus tout ce que vous voulez. Et on sait très bien qu'il y en a à peu près la moitié qui le prennent pour la vidéo. Donc, vous avez le boîtier dans l'A7 Mark III le plus polyvalent photo-vidéo. Et son petit copain, qui a un viseur plus petit, qui est beaucoup plus street, beaucoup plus design, qui est l'Alpha 7C, mais qui reprend les specs majeurs de l'Alpha 7 III. D'accord? Donc, les deux. C'est quoi vraiment les différences entre ces deux-là? Déjà, ça m'intéresserait de savoir, vous, si vous en connaissez déjà quelques-unes de ces différences, vous avez peut-être déjà une petite idée sur celui que vous préférez, parce qu'ils ont déjà une bouille un peu différente. Donc, peut-être que simplement d'un point de vue du design, l'Alpha 7C vous plaît plus que l'Alpha 7 III ou inversement. Si vous voulez aller sur notre Insta, sur notre page Insta sony.france, allez-y, votez. Dites-nous celui que vous préférez, Alpha 7C ou Alpha 7 III. On vous donne le résultat des courses à la fin de cette présentation. Et moi, je fais un petit focus dessus alors? Fais-nous un petit focus dessus parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir ce qui les différencie tous les deux, parce que sur le papier, ils n'ont pas grand-chose, il n'y a pas un grand écart, à part le design. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on pourrait présenter juste après la slide, tu sais, où on voit ce qu'il y a à l'intérieur de la 7C? Oui. Si tu peux la préparer. Si elle n'a pas explosé en vol. Si elle n'a pas explosé en vol. Alors déjà, vous voyez, on parlait de l'aspect, donc vous avez sur l'Alpha 7C, on a un boîtier qui est un peu différent des autres. Tous les autres boîtiers Alpha 7 et 9 se ressemblent un petit peu. L'Alpha 7C, il est quand même un petit peu hors norme dans cette famille des grands capteurs. Il a cette petite bouille en plus avec ce coloris blanc, gris et noir. Silver. Ouais. Alors, il va être aussi disponible en tout noir. Ça arrive un petit peu plus tard. C'est en train d'arriver. En fait, on a eu l'info que là, les premières pièces allaient être livrées. Je ne sais pas si on peut avoir un gros plan. Elles vont être livrées à partir sans doute de la semaine prochaine. Donc, ça commence à arriver. Donc, alors, voilà. Tu voulais voir la slide avec… Ah, on va à la slide? Oui. Super. Alors, reviens derrière. Voilà. Donc, voilà la slide. Qu'est-ce qu'on met dedans? Tout ce qu'on a mis dans cet Alpha 7C. Ouais. Alors, c'est important, en fait, effectivement, avant de le montrer. Qu'est-ce qu'on a mis à l'intérieur de cet Alpha 7C? Parce qu'effectivement, il vient perturber un peu l'équilibre. C'est-à-dire que c'est quand même le boîtier le plus petit, disposant d'un capteur plein format stabilisé, de toute l'électronique et de tous les avancées technologiques que vous connaissez ou vous allez connaître. C'est le boîtier le plus petit qui a jamais été conçu. D'accord? Il est grand comme un boîtier APS-C Sony, donc ça veut dire que c'est déjà très 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 petit, mais on a mis un capteur plein format et tout ce qui va dedans. Donc on a repris le capteur de la 7 III. Alors, on n'a pas l'info officielle, c'est exactement le même, mais a priori, c'est le 24 millions rétro-éclairé, très proche de la 7 III. Donc, on reprend ça parce que c'est le mieux balancé. On en a parlé. On reprend les dernières moutures de ce qu'on avait sur l'Alpha 7 R4, c'est-à-dire la dernière génération du processeur, la dernière génération des algorithmes, des rendus de couleurs, des dégradés des tons, des carnations, tu me disais ça, et l'algorithme IAF en temps réel, c'est-à-dire en termes d'autofocus, on est très rapide. Qu'est-ce qu'on a mis dedans aussi? On a mis la taille compacte. Comme je vous ai dit, en fait, l'idée, c'est pour répondre un peu aux utilisateurs d'APS-C ou de capteurs plus petits qui ne veulent pas porter plus lourd, mais pour autant qui aimeraient bien la meilleure qualité d'image possible. On l'a fait dans l'Alpha 7C, on a réduit la taille, on a caché le viseur sur le côté, qui est un peu plus réduit par rapport à la 7 III, mais qui, malgré tout, continue à faire 2,36 millions de points. Et puis, voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a appris, alors j'aurais pu mettre le 7S3, mais c'était peut-être un petit peu ambitieux, le ZV1, vous connaissez, qui est en rayon partout, qui est aujourd'hui un best-seller, qui est un compact orienté vidéo. On a repris ce qu'on avait appris sur le ZV1, c'est-à-dire l'écran tactile, orientable, latéral, et bien sûr la gestion du son et la gestion de la mise au point. Tout ça, on l'a concentré, tout le savoir-faire, on l'a concentré dans l'Alpha 7C. Alors, pour vous donner une idée d'échelle, je suis désolé, c'est une slide un peu technique, mais si je prends la 7 Mark III avec son 28-70, ou l'Alpha 7C avec son objectif qui va avec en kit, qui est un nouvel objectif 28-60, l'objectif est quasiment 2 fois plus petit, presque 2 fois plus léger. Avec le boîtier qui est plus petit et plus léger, on arrive à un truc entre 28 et 30% de moins en termes de poids et de volume. C'est considérable. Ça veut dire que ce boîtier-là, il va être utilisé différemment. Il va rentrer dans votre sac de tous les jours et non pas dans votre sac photo. Donc, ce n'est pas le même usage. Il va être avec votre téléphone, sauf que vous avez un capteur plein format. Alors, moi, j'adore cette photo-là parce que, bon… Déjà, c'est Guillaume. Déjà, c'est Guillaume, notre ambassadeur. On n'en a pas qu'un, on a plein d'ambassadeurs, mais effectivement, Guillaume qui a pu tester le produit. Et regardez la façon de positionner le boîtier.
le fait d'avoir le viseur en type rangefinder, comme on dit, c'est-à-dire sur le côté, certes, même s'il est un petit peu plus petit, il est extrêmement discret et vous avez une démarche photographique qui est très différente. Vous ne masquez pas l'intégralité de votre visage. Vous êtes dans un style complètement différent. Le partage et la relation que vous allez avoir avec votre sujet est très, très différente. Et puis, il y a aussi l'usage vidéo qu'on peut avoir. Donc, il y a très photo et très vidéo. Avec là, il est équipé de la poignée Bluetooth qui sert aussi de trépied et qui peut être soit réversible d'un côté très facilement. Et puis, vous avez aussi le micro digital qui est au-dessus. Il dispose vraiment de toutes les dernières technologies. Donc, vous pouvez faire un vlog de très, très haute qualité. Vous imaginez, vous faites de la vidéo comme ça avec un boîtier plein format pour le poids d'un boîtier compact ou APS-C ou micro 4 tiers. C'est considérable le gain en qualité d'image. Tu as parlé tout à l'heure d'une différence. Tu as dit que dans cet Alpha 7C, on avait mis le savoir-faire qu'on avait développé pour l'Alpha 7R4 au niveau des algorithmes et des couleurs. Et on a une question de Thierry qui demande pourquoi y a-t-il une différence de colorimétrie entre chaque boîtier? Y a-t-il une mise à jour de firmware qui permette de régler ça? Alors, entre chaque boîtier, ce n'est pas tout à fait vrai. Mais c'est vrai qu'effectivement, entre la génération par exemple des 7 Mark II et 7 Mark III, on a eu des changements de typologie de capteurs. D'accord, le 7 Mark II était non rétroéclairé, on passe au rétroéclairé. Effectivement, ça a induit, pour le bien de tout le monde, des améliorations en termes de colorimétrie. Normalement, pour matcher les boîtiers, c'est plus compliqué. Je sais. Normalement, la 7 Mark III, la 7R3 ont une colorimétrie qui doit être très très proche. D'accord, même s'ils ne sont pas les mêmes capteurs, c'est la même génération. Mais on sait qu'effectivement, avec la 7R4, ça a encore un peu changé. Donc, ça veut dire qu'entre un Alpha 7C qui hérite des technologies de la 7R4 et l'Alpha 7 Mark III, on n'a pas des rendus d'image qui sont… C'est très proche, mais il y aura des variations, tout à fait. Et est-ce que c'est possible par une mise à jour firmware de faire évoluer ça sur l'Alpha 7 Mark III? Ou est-ce que c'est vraiment une question qui est liée au processeur? Non, tout est possible. Je veux dire, c'est que du logiciel. Après, les raisons pour lesquelles la colorimétrie arrive, alors sur les boîtiers récents, elle est d'une certaine façon parce qu'il y a des améliorations. C'est-à-dire qu'on améliore les dégradés, on améliore l'encodage d'image, on améliore le rendu, on améliore tout. Donc, les raisons pour lesquelles il y a ces changements sont l'amélioration. Et après, ce qui se passe, c'est que souvent, d'une génération à l'autre, on ne peut pas rétroactivement remettre à plat cette qualité d'image pour avoir la même… Alors, dans un registre un petit peu semblable, on avait Glenn. Salut Glenn, qui est photographe de sport et qui est un fidèle de nos webcasts. Glenn qui voulait savoir pourquoi on ne pouvait pas avoir les menus de l'Alpha 7S3, parce qu'on sait que sur l'Alpha 7S3, on a développé une nouvelle architecture de menus. Pourquoi on ne peut pas l'avoir sur un Alpha 9.2 ou un 7R4? Alors là, c'est la même chose. C'est pas exactement la même chose, parce que là, c'est très particulier. Mais effectivement, pour l'histoire de la qualité d'image… On peut se dire que ça peut se régler par firmware, ça. Oui, alors je vais l'expliquer. Je finis juste sur l'histoire de la qualité d'image parce que c'est important. On sait très bien que quand on utilise plusieurs boîtiers, effectivement, la cohérence est nécessaire. Après, ce que je vous recommande, dans un flux effectivement RAW de préférence, c'est d'avoir, on va dire, quelques photos test pour pouvoir aligner un setup de post-prod spécifique à tel boîtier que vous pouvez appliquer par lot directement dans les différents logiciels. Mais je sais très bien qu'effectivement, vous aurez quand même des petites variations. C'est un peu des choses de tout temps, ces variations selon les capteurs. Alors, pour l'histoire de mise à jour firmware et de menu. Alors, il y a une particularité sur la 7S3. Je crois que tu me retrouverais la slide magique si elle n'a pas sauté. On va essayer. Alors, en gros, il y a une particularité de la 7S3. La 7S3, c'est vraiment ce qui préfigure les boîtiers de demain. Alors, je n'engage que moi quand je dis ça. C'est mon souhait le plus fort. Et parce qu'à l'intérieur de la 7S3, tu l'as pas? Ah là là. Donc, à l'intérieur de la 7S3, vous n'avez pas qu'un seul processeur, plus un coprocesseur. On a celle-là. Vous avez deux processeurs. D'accord? Alors, ce n'est pas marqué dans cette slide, mais vous avez une sorte de bipros. Je n'ai pas le droit de l'écrire, mais je vous le dis quand même. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la puissance du processeur, elle est de l'ordre de 8 fois plus puissante que notre Bion X classique. Et la gestion double processeur va permettre en fait à la 7S3 d'encaisser, et d'abord déjà de par le fait que c'est un nouveau processeur, toutes les lignes de commande, puisqu'on est en direct, on n'a pas de surcouche logicielle dans un boîtier, il n'y a pas un Android dessus ou un iOS. C'est-à-dire toutes les commandes affectées du boîtier qui vont permettre de piloter le boîtier, toutes les commandes sont données sur du hard, d'accord? Donc le hard et le pros changent, donc toutes les commandes changent. La structure interne du boîtier, qui est complètement ad hoc par rapport au processeur, elle a complètement changé.
Et aujourd'hui, ce n'est pas repris dans l'Alpha 7C, parce que l'Alpha 7C, il est issu de ce qu'on sait faire sur A7 III, A7 R4, et elle ne peut pas encaisser la structure du menu, ne peut pas encaisser l'interface graphique de par la puissance du processeur qui n'est pas adaptée et de la structure même des commandes qui n'est pas adaptée. Donc oui, je comprends votre souhait. La première chose que j'ai fait quand on a reçu un A7C, c'est j'ai regardé son menu, mais malheureusement, voilà, structurellement, on ne peut pas passer à step 2 des menus. En revanche, on espère bien que pour les prochains boîtiers, on puisse bien sûr avoir toute cette puissance qu'on a dans cette S3. On va revenir sur les 7.3, 7C. Donc, n'oubliez pas, allez voter sur la page Insta pour nous dire si vous préférez le 7.3 ou le 7C. On n'a pas fini de faire le tour des différences, mais dites-le nous au fur et à mesure. D'ailleurs, on a une question aussi de Yves qui demande si le viseur de l'Alpha 7C est exploitable par un porteur de lunettes concernant le dégagement oculaire. Est-ce qu'il est à la hauteur du viseur d'un Alpha 6006 ? Alors, le viseur de l'Alpha 6006 en fait est un peu plus grand de par le fait effectivement que toute la partie occupée intérieure par le capteur et tous les systèmes mécaniques sont plus petits. Électroniques sont plus petits, enfin pas électroniques, mais en tout cas mécaniques sont plus petits dans l'Alpha 6600. Donc le viseur effectivement, il a été en plus vraiment raboté. Je ne sais pas si on peut avoir un gros plan. Donc on aura, alors je n'ai pas les chiffres parfaitement par cœur en tête, je bouge là. Donc on aura effectivement, si on compare les deux viseurs avec le 7.3 par exemple, ou 6006, je ne l'ai pas avec moi, mais on a un viseur qui est plus petit, qui a un grossissement qui est plus petit, qui a un dégagement oculaire qui, on va dire, est sur le papier exactement le même que la 7.3, mais on sait très bien que comme la partie oculaire est plus étroite, pour les porteurs de lunettes, il faudra quand même s'en rapprocher, ou en tout cas, il faudra bien viser. Il y a un boîtier qui a quelque chose d'assez extraordinaire pour les porteurs de lunettes, c'est l'Alpha 7S3, mais ça ne correspond peut-être pas à votre usage. Parce que lui, il a pas le même budget non plus. C'est pas le même budget, mais il a un viseur qui est tellement défini qu'il a même un mode où vous pouvez justement rétrécir la projection d'image à l'intérieur du viseur pour pouvoir avoir un dégagement oculaire plus important. Tout à fait. Bon, aujourd'hui, on n'a pas encore pu implémenter cette technologie sur l'Alpha 7C parce qu'évidemment, on parle sur l'Alpha 7S d'un boîtier qui est plutôt haut de gamme, qui fait le double du prix d'un Alpha 7C. Donc on peut arriver, mais ça dépend de la distance de la lunette. Voilà. Après, je sais que c'est jamais très simple pour les porteurs de lunettes. Bon, il y a un petit caoutchouc qui permet de protéger la lunette. Après, on a aussi le réglage dioptrique qui permet aussi de shooter sans lunettes en fonction de la correction. On ne peut pas tout compenser non plus. Mais moi, je pense très honnêtement que c'est utilisable. Après, ça sera peut-être pas le viseur le plus confortable, en tout cas pas autant que la 7 Mark III. Mais il a plein d'autres avantages qu'on va voir maintenant. Alors, je vais peut-être te décevoir, parce que toi, ton chouchou, c'est le 7C, mais pour nos auditeurs, leur préféré, c'est le 7.3 à une très large majorité, à 80%. C'est l'Alpha 7.3. Alors, c'est les grosses différences. Si on veut résumer en quelques points les différences entre les deux, d'un point de vue de l'équipement à bord, on va dire. L'équipement à bord. Alors, si on peut juste l'avoir en gros plan, encore une fois. Alors, l'équipement à bord. Hop, je le prends dans ce sens-là. J'arrive à centrer, j'arrive pas. Voilà, ça tourne dans l'autre sens. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme différence? 25-30% plus petit, plus léger. Une autonomie un peu plus élevée pour la 7C. On est jusqu'à 740 photos. Pas de limitation d'enregistrement en vidéo. On va jusqu'à plus de 3 heures en vidéo. Toujours la même batterie. Effectivement, le viseur complètement étriqué, mis dans le coin, mais pour pouvoir justement gagner de la place. Et effectivement, c'est ça qui est intéressant dans la 7C, c'est qu'il va vraiment tenir dans une petite poche, grosse poche, mais en tout cas dans une besace. Alors qu'effectivement, un A7 III va tenir un peu plus de place, on sera plus sur un sac photo. Donc l'usage est différent. En termes de rapidité autofocus, petit avantage pour l'Alpha 7C, d'accord ? Grâce au Real-Time AF. Voilà, il va prendre le pros de la 7R4 et de la 9.2, le Real-Time AF. Donc on aura un autofocus plus précis, plus rapide, un peu plus performant. Gros avantage de l'Alpha 7C, c'est effectivement son écran inclinable, tactile, qui permet d'être protégé complètement et puis après d'avoir des angles de vue, aussi bien en photo qu'en vidéo, qui sont vraiment sympas. On a quand même un écran oriental sur l'Alpha 7 III, mais il n'est pas pivotable. Non, il est dans l'axe optique, d'accord ? C'est ça la différence. Donc après, il y a deux écoles. Je veux dire, c'est clair que là-dessus, on a beaucoup d'écoles différentes sur les deux usages. Les deux sont intéressants. Moins de boutons fonction sur l'Alpha 7C. De par sa compacité, on perd les C1, C2. On perd aussi la molette à l'avant. Exactement, mais on a la double molette à l'arrière qui nous permet de gérer le diaphragme et la vitesse. Au final, on s'y fait très très bien. La même batterie. En termes de commande, en termes de connectique, alors effectivement, on perd aussi un slot de carte mémoire. On est vraiment dans un usage peut-être un peu moins
expert professionnel. Enfin, expert toujours, mais professionnel. On a besoin de dupliquer, on a besoin de sécuriser les données. Maintenant, avec les cartes TOF, on n'a plus besoin. Mais on a tout ce qu'il faut. Donc, un slot de carte mémoire. On a ici, de l'autre côté, l'entrée micro et la sortie casque, comme sur la 7.3, d'accord. Et puis, l'USB-C pour charger ou transférer rapidement et l'HDMI. Donc, voilà, on a tout ce qu'il faut dans un boîtier plus compact. Donc, c'est vraiment deux usages très différents. On est plus vidéo, vlog léger, mais avec la même qualité d'image, voire mieux. Et photo street pour être porté n'importe où. C'est très intéressant de le mettre avec un 35 f2.8 Zeiss, par exemple. Le couple est assez sympa. Je ne l'ai pas ici. Et il est resté dans mon sac. Mais voilà. Donc, on a déjà atteint notre heure de webinaire. On aura peut-être d'autres questions. On va déborder un petit peu. On va déborder un petit peu. 10 minutes. Qu'on réponde à toutes les questions. Catherine qui demande est-ce que l'Alpha 9 Mark II a une meilleure montée en ISO que les autres boîtiers? Pas spécialement. Il a une très très bonne montée en ISO de par l'équilibre du capteur 24 millions de pixels. Mais ce n'est pas un 7S. Le roi de l'ISO, c'est l'Alpha 7S 2 et 3, enfin l'Alpha 7S 3. Ensuite, en termes de montée en ISO entre l'Alpha 9 et l'Alpha 7 3 ou l'Alpha 7C, il faudrait qu'on fasse des tests. J'aurais tendance à donner un tout petit bonus pour l'Alpha 7C et l'Alpha 7 III. Alors, il faut savoir aussi une chose, avec l'Alpha 9, de par son type de capteur, la montée en ISO, en obturation électronique, est limitée à 25600 ISO. C'est qu'en mécanique que tu… Si on veut aller plus au-delà de 25600 ISO, il faut passer en obturation mécanique sur un Alpha 9. Et donc, on va répondre peut-être du coup en même temps à une autre question de Catherine qui voulait savoir quelle était l'évolution entre l'Alpha 9 et l'Alpha 9 Mark II. Ouais. En obturation mécanique, l'Alpha 9 est limité à 5 images secondes, l'Alpha 9 Mark II va jusqu'à 10 images secondes. Donc, c'est vrai que si vous voulez aller sur des sensibilités extrêmes, l'Alpha 9 Mark II va avoir un avantage, c'est qu'il va vous permettre de garder de la cadence, même aux sensibilités qui dépassent 25600 ISO. Maintenant, 25600 ISO, c'est quand même c'est considérable déjà. C'est quand même considérable. On va dire que les photographes de sport, Glenn, si tu as un avis à nous donner là-dessus, toi qui l'utilises régulièrement en sport et parfois j'imagine aussi en basse lumière, quelle est toi la sensibilité que tu ne dépasses pas? Voilà, une réponse d'un utilisateur qui nous suit et qui est photographe de sport professionnel qui pourra peut-être nous donner une indication plus précise pour Catherine. Daniel nous demande aussi s'il est utilisateur de boîtier Nikon depuis longtemps et il voulait savoir s'il y avait possibilité d'utiliser ces optiques et notamment son 400 mm qui est effectivement une grosse pièce optique. Est-ce que c'est possible de l'utiliser sur un boîtier Sony sans perte? Alors, il y a beaucoup de questions. Alors, nous, on préfère bien sûr vous parler des objectifs Sony. Exceptionnellement, on va parler des objectifs d'autres marques. Alors, on a une monture qui, par rapport à une monture réflexe, je ne sais pas encore si on peut encore avoir un gros plan, s'il te plaît, Marie-Pierre, je t'embête. Je vais essayer de vous montrer avec un angle particulier. Voilà, le tirage mécanique, allez, petit cours, on fait référence à René Bouillot. La distance entre le capteur, je ne mets pas mes doigts dedans, promis, et la baïonnette, elle est chez nous très faible. Pourquoi? Parce qu'on est en hybride. Donc, si vous avez un réflexe, il y a un miroir. Il n'y a plus nécessité de laisser de la place pour l'action du miroir. Tout à fait, on n'en a plus. Si on prend le tirage mécanique d'un réflexe, il est plus de 2 fois supérieur, il fait entre à peu près 4 cm. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moyennant une bague d'adaptation, on peut monter ce qu'on veut. Nous, on fait déjà une bague pour nos objectifs à Montura, mais effectivement, d'autres marques, donc bon, on ne les citera pas forcément aujourd'hui, mais vous pouvez regarder sur Internet, il y a plusieurs marques qui fabriquent des bagues d'adaptation pour Montura, pour des objectifs de marques Nikon, Canon, etc. Donc, vous pouvez les monter. Après, il y a quand même la barrière de la langue. C'est-à-dire qu'on parle le Sony ici, puis on va parler une autre langue électronique de l'autre côté. La conversion électronique prend du temps. Donc, ça veut dire que vous aurez moins de rapidité dans l'échange de langage avec vos objectifs. Et selon les générations, c'est vrai qu'en fonction des marques, il y a des compatibilités qui marchent plus que d'autres. Avec Nikon, c'est pas forcément celle qui marche le mieux. C'est dur. Mais cela dit, je vous invite aussi à vous intéresser à notre 400 mm qui est beaucoup plus léger que celui que vous possédez et qui va beaucoup plus vite en autofocus. Et donc, parce qu'on a dedans une motorisation qui est une motorisation d'un type particulier, de motorisation XD. Donc, c'est plus l'élément de mise au point ne fonctionne plus selon une rampe hélicoïdale. La rampe hélicoïdale qui mettait un certain temps pour aller d'un bout à l'autre de la plage de mise au point. Nous, on a un moteur magnétique, ça va sans contact.
qui est sur des rails, et donc le déplacement, il est instantané. Vous avez en fait des déplacements par à-coup qui permettent de parcourir une distance à une vitesse qui est impossible à faire avec un système de moteur, de vis sans fin qui est utilisé dans ces objectifs-là. Mais on comprend aussi la problématique d'investissement qui est aussi… évidemment, parce que c'est une grosse pièce optique. Mais ouais. voilà, il y a des changements de génération. L'autofocus, tu en parlais tout à l'heure, l'autofocus dans des boîtiers Sony apporte un énorme confort supplémentaire de par la zone de couverture, de par la vélocité, de par l'intelligence embarquée. Et ça va de pair avec la motorisation de l'autofocus. Parce que c'est-à-dire que quelque part, une optique qui n'est pas de génération récente ou qui est d'une autre technologie risque plutôt d'être un goulet d'étranglement, de ralentir la performance d'ensemble du système en termes de vitesse d'acquisition du point. Là-dessus aussi, je pense que Glenn pourra nous confirmer que lui qui est passé du réflexe à l'hybride, il a vu la différence. Au passage, il nous signale, et ça c'est une réponse pour Catherine, que lui se maintient dans une plage d'ISO qui reste en dessous de 10 000 ISO pour être tranquille. Avec la 9 ? Avec l'Alpha 9 Mark II en ce qui le concerne. D'accord. Donc voilà. Alors, entre 6400 et 8000 ISO, on est dans des qualités très bonnes, insiste Glenn. Donc, merci beaucoup pour ces précisions, Glenn. On a encore une question de Vincent qui nous demande, avec un budget limité, quel boîtier serait le plus polyvalent pour la photo vidéo en basse luminosité ou sportive ? Sachant qu'on a dit tout à l'heure aussi que là, on vous a parlé plutôt des boîtiers dernière génération, mais pour ceux qui veulent aller vers des bons rapports qualité-prix, on a aussi les générations N-1 qui sont toujours sur le marché, qui sont avec des technologies qui ne sont pas les dernières en date, mais qui sont tout à fait d'actualité parce que ça reste d'une conception très moderne et très actuelle. Donc, on a aussi ces possibilités peut-être d'aller chercher un Alpha 7 Mark II ou un Alpha 7S Mark II plutôt qu'un Alpha 7S Mark III. Pour avoir un rapport de performance plus intéressant par rapport au prix. De toute façon, alors le prix de l'investissement en plein format, effectivement, la clé d'entrée pour un très entrée de gamme, on va dire, on est vers 1 500 € à peu près. Mais effectivement, vous avez un boîtier qui ne dispose pas de toutes les fonctionnalités vidéo pour la plupart de ceux-là. Donc ensuite, il faut plutôt tabler quand même sur un budget d'un boîtier à peu près 2 000 €. Moi, personnellement, pour la polyvalence photo-vidéo, je recommanderais quand même la 7 Mark III ou la 7C, même si effectivement la 7C, il est plus petit. Malgré tout, il reprend toutes les fonctionnalités qu'on a vues en termes de qualité d'image et de vélocité, plus l'écran pour la vidéo, avec en retrait effectivement le viseur par la 7 Mark III, mais je me concentrerai plutôt sur ces deux boîtiers-là. C'est de mon point de vue les plus polyvalents pour les deux. Et le 24 millions de pixels aujourd'hui apporte une très belle montée en ISO. Donc qui ne pose pas de problème. Ensuite, si on veut vraiment aller plus sur la sensibilité ISO, ça sera plutôt les 7S, plus sur la définition, ça sera plutôt les 7R, et plus sur la rapidité, ça sera plutôt les A9. Voilà. Vous avez un peu le mapping comme ça de nos produits. Je voulais vous montrer en passant la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure pour illustrer un petit peu la vitesse de l'autofocus. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Vous voyez là-dessus comment s'active le moteur de mise au point XD sur une optique. C'est impressionnant. En fait, la vitesse des déplacements d'un bout à l'autre. Alors là, c'est sur un 135, mais c'est la même chose sur un 400 mm. C'est aussi. Voilà, regardez. Voilà. Ça, c'est impossible à avoir avec un système. Avec une rampe hélicoïdale, on n'arrive pas à avoir cette réactivité-là. Et surtout pour avoir ce suivi autofocus précis, tout en gardant, parce que voilà, on travaille avec des optiques 1.400 de 8, on a très peu de profondeur de champ, on a besoin d'être précis, pertinent et donc très réactif quand on suit un sujet en mouvement. Donc voilà, c'était important de le signaler. Et je veux juste faire un commentaire. Là, vous avez vu qu'effectivement, on était en photo. C'est-à-dire qu'au moment où la mise au point change, elle change de façon brutale pour aller très vite. Quand on est en vidéo, le besoin est différent. C'est la transition de point dont on parle souvent, notamment sur la 7S3. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est pouvoir gérer la vitesse de transition entre un point avant et un point arrière, qu'on peut paramétrer dans la 7S3, dans la 7C aussi. Et donc, à ce moment-là, on bénéficie de la fluidité du moteur magnétique, de la délicatesse et de sa rapidité pour pouvoir gérer une transition de point parfaitement linéaire, sans pompage. Voilà, ça, c'est intéressant. Donc, en photo, ça va très vite. En vidéo, ça nous permet d'avoir la souplesse d'adapter la transition de point.
Je termine de répondre aussi à Catherine pour les différences entre l'A9 et l'A9.2, où on a parlé de l'obturation mécanique. Il y a aussi la transmission d'image, si vous voulez transmettre en Wi-Fi ou en FTP ou en Ethernet. Vous avez une connexion Ethernet 1000 base T au lieu de 200 base T. Vous avez du Wi-Fi 5 GHz en plus du 2,4 GHz. Vous avez un double slot de carte UHS 2, là où sur l'Alpha 9, on avait un UHS 2 et un UHS 1. Voilà, vous avez des petites différences ergonomiques, notamment par exemple, si on peut faire un détail sur l'Alpha 9.2, vous avez cette petite commande de correction d'exposition qui est cliquable et décliquable. Elle est verrouillable. De manière à pouvoir la verrouiller. Vous avez une ergonomie qui a un petit peu évolué, un boîtier qui a changé un petit peu. Le boîtier est plus costaud. Le boîtier est plus costaud. On est sur un alliage plus costaud. Voilà. Après, moi je dis souvent, pour ceux qui n'ont pas forcément des besoins de transmission importants ou pour qui la cadence de 5 images secondes peut être déjà suffisante quand ils doivent passer en mécanique, sachant qu'on a toujours les 20 images secondes en électronique, un Alpha 9 peut être aussi un excellent choix. Tout à fait. Donc voilà, c'était pour répondre à la question de Catherine. On a Bernard qui nous demande si on fabrique des optiques identiques à Canon. Alors peut-être que Bernard n'a pas vu la première partie de la présentation. On va peut-être revenir la slide des objectifs. Sur la slide des objectifs pour simplement répondre à cette question. Mais voilà, je récupérais juste… Alors on a 58 objectifs dans notre gamme, dont 38 en plein format. Donc, est-ce qu'on a, si on va répondre rapidement ce qu'on l'a on l'a abordé au début de notre présentation. Tu trouves ta slide. Voilà. Ce qui est important de comprendre, c'est effectivement, on sort tous les cailloux, comme on dit, les plus importants. Donc là, on va vous les montrer. Donc, cette slide, elle récapitule en fait toute la gamme optique qu'on a. En rouge, on a les G-Master. Donc c'est la gamme zoom de 8. Zoom de 8. Et puis, objectif focal fixe très lumineuse. Vous avez la gamme juste en dessous, un petit peu plus petite, un peu moins chère, à f4 en zoom, c'est la gamme G, plus du Zeiss aussi qui vient s'insérer là-dedans, avec une patte bien spécifique. Et puis après, il y a les autres objectifs qui sont juste signés Sony, mais qui couvrent aussi aujourd'hui très bien un capteur 24 millions ou même jusqu'à 60. Donc là, vous avez votre sac à dos. Donc, quelle optique vous cherchez particulièrement, sachant que les derniers gros télés qu'on a sortis, il y a du 200-600, du 100-400, il y a du 400 mm, il y a du 600 mm. Voilà. Et vous voyez que par exemple, pour le 35 mm fixe, on a 3 propositions, à 1.4, à 2.8 et à 1.8. Donc, on a du choix. On a, je pense, aujourd'hui la gamme optique la plus complète en matière de monture hybride. Tout à fait, on l'a commencé il y a aussi quelques années. Et on a, comme je vous l'ai expliqué, à travers déjà nos technologies optiques avec les lentilles XA et avec aussi du point de vue mécanique avec les moteurs XD dont on vous a fait la démonstration, on a des technologies qui sont vraiment singulières, qui sont vraiment qui tirent très loin la performance de l'autofocus. Donc, je pense qu'on peut dire qu'on n'est pas seulement équivalent, on a aussi des arguments à faire valoir par rapport à ce que la gamme Sony apporte en termes de vélocité, de qualité optique. Vraiment, les lentilles fluor font merveille sur les dernières optiques. Si un jour vous avez l'occasion, je ne sais pas, par exemple, de tester un 135, un 8, voilà, c'est une optique qui est vraiment fabuleuse en termes de piqué. Et ça, c'est des optiques sur lesquelles on n'a pas forcément d'équivalent ailleurs, notamment aussi du point de vue de l'ergonomie, tout bêtement. Par exemple, pour ceux qui font de la vidéo, si on peut avoir une vue de détail, le fait d'avoir ce bouton qui permet de cliquer ou décliquer la bague de zooming pour avoir une bague la bague de diaph qui permet d'avoir un iris continu. Ça, c'est des choses qu'on peut pas, qu'on retrouve pas chez tous les fabricants. Voilà. Non, mais à focale égale, à objectif égal, étant donné que nos objectifs sont très récents, qu'on est dans un système hybride, la performance générale, elle est vraiment bien meilleure. Voilà. Vincent nous demande si la monture A est définitivement morte. Parler de la nouvelle bague d'adaptation. C'est vrai que on n'a pas sorti récemment de nouvelles optiques A. Est-ce qu'il y en aura encore on n'a pas dans le secret des lieux, on va avoir du mal à vous répondre. En revanche, c'est vrai qu'on a sorti la LAEA5, qui est une nouvelle bague d'adaptation qui vous permet d'utiliser des optiques monture A sur des boîtiers monture E et qui permet de garder, on en a d'ailleurs, on a Sarah qui va venir nous l'apporter, Sarah qui est notre chef produit sur la partie optique et qui est contente qu'on en parle. Mais elle va donner la boîte toujours. Voilà, une des nouveautés. Donc, c'est une bague qui va, par rapport à toutes celles qui existaient, parce qu'on existait déjà, les LAEA3 et les LAEA4, celle-là ne limite en rien
la performance des optiques monture A sur des boîtiers à monture E. Donc, c'est vraiment l'accessoire ultime pour ceux qui aujourd'hui possèdent encore un système A et qui veulent migrer progressivement vers la monture E. C'est sûr que l'avenir, je pense, est plutôt quand même au système hybride à monture E, parce que c'est le sens un petit peu de l'évolution technologique aujourd'hui. Tout ce qui est tous les boîtiers qui intègrent de la mécanique à l'intérieur ont plutôt tendance à disparaître. Alors, ça va avec la tendance actuelle, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, ça fait 10 ans qu'on fait de l'hybride. C'est important de se focaliser aussi dessus. Donc, on n'a pas d'informations officielles, mais effectivement, pour aider naturellement les possesseurs de boîtiers Alpha Montura à avancer et tout simplement à aller sur des boîtiers plus performants, donc tous nos boîtiers Alpha 7, même les boîtiers APS-C. En fait, cette bague-là est présente, donc elle est super légère, elle permet de convenir aux objectifs non motorisés comme aux objectifs motorisés, parce qu'on va avoir en fait une petite canne ici avec un moteur intérieur. Et l'idée, c'est vraiment aujourd'hui de pouvoir profiter de l'IAF, de la mise au point très rapide sur des boîtiers avec des objectifs Montura, sans être obligé de changer son parc optique. On accompagne les personnes qui sont déjà équipées en Sony dans la continuité avec cette bague EA5 dans des actions promo que vous pourrez regarder aussi en magasin. Voilà, et pour continuer de répondre à Bernard qui poursuit avec une question qui nous demande si on peut donner des ordres de grandeur de prix sur les optiques Sony, vous allez retrouver des prix qui sont sensiblement équivalents à ce que vous connaissez chez d'autres fabricants. Qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple? C'est un peu difficile parce que les prix, clairement les prix aujourd'hui sont totalement libres, hein, on n'impose pas les prix, ça veut dire que vous pouvez aller en magasin et regarder l'échelle de prix que vous trouvez et vous aurez une idée. Donc aujourd'hui c'est un peu difficile de vous donner une échelle de prix précise, il faudrait effectivement voir surtout sur le panel des 38 optiques plein format. Donc voilà, ça peut aller de 600 € jusqu'à 600, il coûte combien? 14 000 €. 14 000 €. Voilà, donc c'est relativement variable. On a quelques pépites par exemple en gamme, mais c'est vrai que si vous aimez les focales fixes, vous allez peut-être aimer parce qu'on a des boîtiers qui sont compacts légers, donc oui. Le fait de pouvoir mettre des optiques compactes et légères dessus, c'est un avantage. Donc on a par exemple un 55-1.8, on l'a pas là sous la main, mais qui est très compact, très léger, qui est une superbe qualité optique. C'est une optique Zeiss qui vaut à peu près autour de 900 € aujourd'hui, voilà. Mais que vous allez trouver à des prix évidemment peut-être décroché en magasin, ça dépend des périodes de l'année aussi. Le 35-1.8 qui est aussi une excellente référence, qui vaut autour de 650 €. On est à peu près là-dessus. Voilà, et vous avez sinon le 24-105 f4 qui est un excellent complément par exemple optique pour la 7 Mark III qui vaut autour de 1 300 €. Donc voilà, et qui est en kit d'ailleurs avec le boîtier pour moins de 3 000 € avec la 7 Mark III. Donc vous avez aussi cette possibilité de… Sarah nous dit qu'on s'est trompé de prix. C'est combien, Sarah? Après, il y a des kits. Par exemple, avec le 7 Mark III, voilà. Vous avez un kit avec le 24-105. Donc voilà, il faut que vous regardiez. Pour nous, c'est un peu compliqué de vous parler prix aujourd'hui. On essaie de vous faire plutôt le topo sur les boîtiers, leurs utilisations, les objectifs et ce qu'on a en gamme. Une autre question? On va terminer rapidement parce qu'on a largement débordé, mais je voudrais être sûr que vous repartiez tous avec des réponses par rapport à vos questions. Florence qui voudrait savoir quel est le boîtier le plus adapté pour la photo de concert. Alors, moi j'ai deux options. Hein. La photo de concert, moi je voterais pour la 9 et la 9.2. D'accord? Donc, de par son capteur stack, donc qui permet de shooter sans déformation, sans effet de rolling shutter. Ça dépend si vous photographiez du classique ou du hard rock. Ou du hard rock. Alors, spectacle, est-ce que vous pouvez faire du bruit ou est-ce que vous ne pouvez pas? C'est concert ou spectacle? C'est concert. Concert. Alors, concert, il y a du bruit. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir un boîtier silencieux. Là, c'est vrai que j'avais plutôt compris spectacle ou tournage, où vous n'avez pas le droit de faire de bruit. Si c'est ça, c'est plutôt à 9 à 9.2. Si c'est concert, spectacle… Pourquoi c'est plutôt à 9 à 9.2? C'est parce qu'avec son capteur stack, il sera moins sensible à tout ce qui est phénomène d'éclairage, qui va éventuellement produire de l'effet de banding si vous voulez shooter en silencieux. Hein, vous allez avoir ces stries sur l'image, ces bandes de différentes densités. Si vous shootez en obturation électronique, voilà, de par le capteur stack, on a beaucoup moins de problématiques de ce genre-là en prise de vue. Après, en termes de montée en ISO, c'est très bien. Après, si vous avez besoin vraiment, parce qu'il fait très très sombre, de monter très très haut en ISO et que vous n'êtes pas très gourmand en pixels, effectivement, là, ça sera l'A7S3. C'est le roi de la montée en ISO, d'accord, clairement. Et après, la bonne balance, ça peut être un A7 Mark III, très polyvalent,
avec une bonne montée en ISO. La 7C aussi, on est sur ces deux boîtiers-là. Mais où on shootera plutôt en mécanique. On shootera en mécanique. Voilà. Pour ces boîtiers-là, la 7S3, je recommande aussi mécanique, mais on peut faire l'électronique parce que malgré tout, le capteur est rapide. Mais je recommande donc mécanique, ça veut dire qu'on fera un peu de bruit, mais c'est peut-être noyé aussi dans le bruit du concert. Mais on est très bien avec un capteur 24 millions en équilibre, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais, j'espère que j'ai oublié personne. Je ne sais pas si on a encore d'autres questions qui sont arrivées sur le fil, mais je pense qu'on va devoir de toute façon couper un moment parce que nous, il faut aussi qu'on rentre à la maison et on a des autorisations à durée limitée. Donc voilà, il va falloir simplement qu'on prenne congé. On en est désolé. Bon, un petit mot, juste voilà, pour déjà vous remercier de toutes vos questions. C'est vraiment aujourd'hui ce qui nous manque. C'est une présentation qui marche. Alors, c'est une présentation qui marche, mais ce qui nous manque aussi, c'est de pouvoir être physiquement en face et en interaction. Aujourd'hui, voilà, quand on vous a dit que nous, le salon de la photo, c'est voilà, on adore y aller, on en ressort épuisé, mais vous rencontrer, c'est un plaisir. Donc, on espère avoir pu un peu vous rencontrer par vos questions. Et puis, la prochaine fois, on aura une présentation qui tient la route. Oui, je vous avoue que voilà, on a terminé juste avant de passer à l'antenne et l'enregistrement a fait sauter un peu tous les visuels qu'il y avait dans cette présentation. On en est désolé, mais je pense que de toute façon, l'idée, c'était plutôt de répondre à vos questions. C'est ça. J'espère qu'on a au moins atteint ce but. On était effectivement très content de vous retrouver pour cet échange. Et la semaine prochaine, on vous donne rendez-vous pour un webinaire qui sera consacré à la l'astrophotographie. Donc, on aura comme invité Michael Ingouf, avec qui nous organisons actuellement avec qui nous avons organisé le concours sur la dernière pleine lune, la lune, la grosse lune qui était la semaine dernière. Donc, si vous avez participé, vous aurez la réponse, savoir si vous avez gagné au cours de ce webinaire. On espère que vous serez nombreux. C'est vrai que la photo de ciel, on peut en faire de chez soi. C'est presque dégagé ce soir, je pense. En plus, en ce moment, on a plutôt un ciel dégagé. Donc, on vous donnera en tout cas la semaine prochaine toutes les astuces pour vous y mettre si vous en avez envie. Et puis, simplement, si vous avez la curiosité de regarder un petit peu ce qui se passe dans le ciel, on aura un spécialiste de la question avec nous la semaine prochaine pour répondre aussi à vos questions. Alors, en attendant, je crois qu'il faut, n'hésitez pas à aller voir nos comptes de réseaux sociaux. Je crois qu'il y a plein de choses sur Facebook. On a aussi la page Alpha Universe. Voilà, et Alpha Universe dont on voulait vous parler aussi. Si on peut voir, il n'y a pas de connexion, tu es sur en vidéo. Ah, c'est bon, ça marche. Voilà. Si on peut voir, voilà. Donc, allez voir ce site Alpha Universe, il est vraiment fait pour vous. Il va changer bientôt, mais c'est confidentiel, on ne vous dit rien. Mais regardez-le, il y a des histoires, il y a des informations sur les produits. Il y a un concours sur la photo de nature. En cours, d'accord. Oui, qui est en cours. On n'aura pas de Montier Anders cette année, donc voilà, c'est une occasion de peut-être participer, de faire un petit peu de retravailler vos images que vous avez peut-être eu l'occasion de faire cet été et de nous envoyer vos meilleurs clichés pour ce concours. Voilà, c'était un mot de conclusion pour terminer cette présentation un petit peu particulier, un mode un peu plus alternatif que d'habitude en raison des difficultés techniques que nous avons rencontrées sur notre présentation. Bon. On vous dit merci. Merci beaucoup. On vous souhaite une excellente soirée. On vous dit rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Portez-vous bien. Au revoir.